Le président Ibrahim Traoré, dirigeant du Burkina Faso, se promenait sur le marché vêtu de vêtements ordinaires. Pas de costume ni de cravate fantaisie, et aucun garde du corps en vue. Il portait une simple chemise blanche, un pantalon marron et une casquette baissée pour couvrir son visage. Personne ne le reconnut, ni le boucher découpant la viande de chèvre, ni la vendeuse de bananes, ni même les deux jeunes hommes poussant une brouette pleine d'oignons. Pourquoi le président faisait-il cela? Il avait l'impression de perdre le contact avec les gens. Ses conseillers lui répétaient que tout allait bien, que le pays était heureux, mais son cœur lui disait que quelque chose n'allait pas. « Je veux voir par moi-même », avait-il dit à sa femme ce matin-là. « Je veux ressentir ce que ressentent les gens, entendre ce qu'ils disent quand ils ne savent pas que je les écoute. » Sa femme l'avait regardé avec inquiétude. « Fais attention », l'avait-elle prévenu. « Tu es un homme bon, mais les hommes bons ont beaucoup d'ennemis. » Ibrahim sourit et l'embrassa sur le front. « Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant le coucher du soleil. » Maintenant, alors qu'il se déplaçait dans la foule avec deux gardes de confiance habillés comme des hommes ordinaires, personne ne lui prêtait même un second regard. Mais soudain, il entendit quelque chose. Une radio cassée et crépitante attachée à un bâton de bois. « Dernière nouvelle », cria une jeune voix. « Danger au palais, des traîtres envisagent de tuer le président Traoré ce soir. » Ibrahim s'arrêta net. La voix venait d'un garçon d'environ 12 ans, vêtu d'un short déchiré et d'un t-shirt sale. Sa radio était maintenue par des fils et du plastique. Le haut-parleur crépitait, mais fonctionnait. Le garçon se tenait au sommet d'une vieille boîte en métal, criant des nouvelles comme un journaliste. « Ennemi au sein du gouvernement », déclara le garçon. « Ils envisagent d'attaquer le président lors d'une réunion secrète. Je le répète, il y a un complot visant à tuer le président ce soir. » Certaines personnes riaient, d'autres jetaient des pièces de monnaie dans la tasse du garçon. La plupart pensaient qu'il s'agissait simplement d'un pauvre enfant se faisant passer pour un journaliste. Mais le cœur d'Ibrahim se serra. Il se fraya un chemin à travers la foule, prétendant n'être qu'un curieux parmi d'autres. Il s'approcha du garçon et lui murmura. « Eh, où as-tu entendu ça ?» Le garçon le regarda, confus. « Qui veut savoir ?» Ibrahim répondit calmement. « J'aime les nouvelles. Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil auparavant. Est-ce une blague ?» Le garçon sauta de la boîte, l'air désormais sérieux. « Ce n'est pas une blague, mon oncle. Je l'ai entendu moi-même hier soir sur ma radio à ondes courtes. Certains hommes parlaient en code, mais j'ai écouté attentivement. Ils ont dit, ce soir, c'est le soir. Et ils ont prononcé le nom du président. » Le garçon se pencha plus près et ajouta. « Je l'ai enregistré. Tu veux l'entendre ?» Les mains d'Ibrahim devinrent soudain froides. « Oui, dit-il. » Le garçon hocha la tête et sortit un vieil enregistreur que la plupart des gens avaient arrêté d'utiliser il y a des années. Il était poussiéreux et rayé, mais fonctionnait toujours. Le garçon appuya sur play. D'abord des voix statiques, puis faibles. « Il doit partir avant le matin. Ce soir, quand il rencontrera le conseil, nous avons du monde à l'intérieur. Les gardes seront les nôtres. » Le cœur d'Ibrahim se serra. Il reconnut une des voix. C'était quelqu'un de son propre cabinet, quelqu'un qui s'était tenu à ses côtés la veille encore. Les yeux d'Ibrahim s'écarquillèrent. « Tu sais qui sont ces gens ?» demanda-t-il. Le garçon secoua la tête. « Non, mais je sais d'où vient le signal. J'ai tracé la fréquence. Je joue avec des radios depuis l'âge de 5 ans. Mon père était soldat. Il est mort quand j'étais petit. Je vis dans la rue maintenant. Mais les radios sont mon monde. » Ibrahim se sentit étourdi. Le sol sous lui semblait trembler. Il venait de voir la vérité de ses propres yeux, et maintenant, il l'avait entendue de ses propres oreilles. Ce garçon, ce pauvre enfant des rues, venait de lui sauver la vie. « J'ai besoin que tu viennes avec moi », déclara Ibrahim. « Pourquoi ?» demanda le garçon, méfiant. « Parce que je te crois », dit Ibrahim en retirant lentement sa casquette. Le garçon le regarda, les yeux écarquillés par le choc. « Tu Al-Tateil. »« Je le suis »,
déclara Ibrahim. Mais garde la voix basse. Le garçon laissa tomber l'enregistreur. Vous êtes le président? Ibrahim murmura. Chut. Pas ici, pas encore. Le garçon recula en tremblant. Je suis désolé si j'ai fait quelque chose de mal. Ibrahim posa une main sur son épaule. Tu m'as peut-être sauvé la vie. Les deux gardes qui surveillaient à proximité étaient désormais pleinement alertes. L'un d'eux murmura. Monsieur, nous devons partir maintenant. Si cet enregistrement est réel, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ibrahim hocha la tête. Ramenez-nous, mais amenez le garçon avec nous. Il vient avec moi. Le garçon parut choqué. Je ne peux pas aller au palais. Je dors dans un bus en panne près de la gare. Plus maintenant, dit fermement Ibrahim. Ce soir, tu roules avec le président. Alors qu'il se glissait dans une ruelle, la foule retournait à ses occupations quotidiennes. La radio du garçon diffusait toujours. Ce n'est pas une blague, le président est en danger. Mais plus personne n'écoutait. Hormis les ennemis. Quelque part dans la foule, un homme sortit un téléphone et passa un appel silencieux. C'est lui. Il sait. Le convoi du président avançait tranquillement dans les rues de Ouagadougou comme une tempête silencieuse. Ce soir, il n'y avait ni lumière vive, ni sirène, ni crissement de pneus bruyants. Seulement un SUV noir roulant à toute vitesse dans les rues secondaires, évitant la circulation et restant hors de vue. À l'intérieur du véhicule, le président Ibrahim Traoré était assis à côté du garçon des rues qui venait de bouleverser son monde. Le garçon était raide, tenant sa flûte à bec cassé comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue. Il ne pouvait s'empêcher de regarder les sièges en cuir brillant, la climatisation froide et le tableau de bord lumineux. « C'est réel, murmura-t-il. Ibrahim se tourna vers lui et sourit. « C'est réel, mon fils. Tu es assis à côté de l'homme qu'ils essaient de tuer. » Le garçon cligna des yeux, surpris. « Et maintenant, allez-vous les arrêter ?» Ibrahim secoua la tête. « Pas encore. Si nous agissons trop tôt, ils s'échapperont. Nous devons les attraper lors de la réunion de ce soir. » « Quelle réunion ?» demanda le garçon. Ibrahim répondit. « Une réunion privée au conseil présidentiel. Seuls les ministres et les hauts responsables de la sécurité sont autorisés à entrer. C'est à ce moment-là qu'ils envisagent de frapper. » Les gardes n'avaient rien dit, mais leurs visages semblaient tendus. Eux aussi avaient entendu les voix sur la bande. Finalement, l'un d'eux prit la parole. « Monsieur, nous avons besoin d'un plan. Ils n'essaieront rien à moins d'être sûrs que vous serez à cette réunion. » Ibrahim hocha la tête. « Je dois y aller. Si je ne me présente pas, ils sauront que nous sommes à leur écoute. Mais cette fois, nous serons prêts. » Il se tourna vers le garçon. « Quel est ton nom ?»« Ismaïl, répondit-il. »« Eh bien, Ismaïl, déclara Ibrahim. Ce soir, tu fais partie d'une mission secrète. Tu nous as aidés à découvrir un complot dangereux. Et pour cela, je te dois la vie. » Ismaïl ne savait pas quoi dire. Il n'avait jamais participé à quoi que ce soit d'important auparavant. Il n'avait même jamais dîné avec une vraie famille. Et maintenant, il était là, assis à côté de l'homme le plus puissant du pays, l'aidant à planifier quelque chose de grand. « Puis-je demander quelque chose ?» dit doucement le garçon. « Bien sûr, » répondit Ibrahim. « Pourquoi veulent-ils te tuer ?» Ibrahim regarda longuement par la fenêtre avant de répondre. « Parce que j'ai défendu les pauvres. Parce que j'ai mis fin à de mauvais accords avec des entreprises étrangères. Parce que j'ai empêché des gens puissants de voler notre pays. Et quand un dirigeant devient un problème, ils veulent s'en débarrasser. » Ismaïl baissa la tête. Il avait vu. Clignotant à l'intérieur de sa veste. C'était minuscule, comme un petit point de lumière, mais c'était suffisant. C'était le bug, l'émetteur. Ibrahim appuya calmement sur un bouton du stylo dans sa poche. C'était le signal. Dehors, le commandant S et son équipe reçurent le message. « Allez », dit-il à son équipe. « L'opération Blackout commence maintenant. »
En quelques secondes, les lumières du palais s'éteignirent. Boum! Obscurité totale. La pièce entière était plongée dans le noir absolu. Un grand fracas résonna. Les chaises raclèrent le sol. Certains hommes crièrent de confusion, puis tombèrent. Une vitre se brisa. La fumée remplit la pièce. Les gardes surgirent, portant des lunettes de vision nocturne. Ils se déplacèrent rapidement, attrapant les ministres un par un avant même qu'ils aient pu réagir. Au bout de 30 secondes, les lumières se rallumèrent. Et là, par terre, se trouvait le ministre de la Défense, coincé par 2 gardes, le petit émetteur trouvé dans sa poche intérieure. Il avait été attrapé. Tout le monde le regardait, choqué. « Qu'est-ce que c'est » s'écria le sous-ministre, feignant la surprise. Ibrahim se releva lentement, la voix froide et claire. « Je vous ai tous fait confiance. Mais quelqu'un ici a choisi de me trahir. » Le ministre de la Défense, en sueur et respirant lourdement, cria. « J'ai été forcé. Ils ont menacé ma famille. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je n'avais pas le choix. » Ibrahim le regarda droit dans les yeux. « Vous aviez le choix. Vous avez choisi le pouvoir plutôt que l'honneur. » Les gardes traînèrent l'homme hors de la pièce. Mais alors que tout le monde pensait que c'était fini, une autre voix cria depuis l'extérieur. « Monsieur, l'un des gardes s'est enfui. Il a fui par la porte arrière. » Le cœur d'Ibrahim se serra. Il y avait plus que ce qu'il croyait. Encore des traîtres. Et pire encore, quelqu'un les avait aidés de l'intérieur. Il regarda à nouveau autour de la pièce. Il ressentait la peur, la culpabilité, le silence. Il se tourna vers S. Fouillait chaque membre du personnel. Chaque garde. Chaque femme de ménage. Chaque cuisinier. Quelqu'un continue de les aider. S hocha la tête. Oui, monsieur. Mais alors qu'il sortait de la pièce, Ibrahim s'arrêta brusquement. Il avait oublié quelque chose, Ismaël. Le garçon à la radio. Il l'avait laissé dans la chambre d'amis du manoir, en sécurité. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Son cœur se brisa. Et si le garde évadé était après le garçon? Et si quelqu'un voulait le faire taire avant qu'il ne puisse parler à nouveau? L'amenez-moi à Ismaël, maintenant! Cria Ibrahim. Il courut dans le couloir, suivi de 4 gardes armés. Ses pas résonnaient bruyamment dans les salles de marbre. Il atteignit l'aile des invités. La porte de la chambre du garçon était grande ouverte. La pièce, vide. Pas d'Ismaël. Pas d'enregistreur. Juste une fenêtre ouverte et une petite tache de sang sur le sol. Le cœur du président se serra. Il fixa le sang figé. Ses gardes se précipitèrent dans la pièce, criant des ordres, vérifiant chaque recoin, regardant sous le lit, derrière la table, derrière les rideaux. Mais c'était trop tard. Ismaël était parti. « Trouvez-le !» cria Ibrahim. « Scellez chaque sortie. Fouillez tout le palais. »« Oui, monsieur » répondirent les gardes en se dispersant. S arriva une minute plus tard, haletant après avoir couru. Il vit le sang et serra la mâchoire. « Monsieur, c'était prévu. » Ibrahim sentit un frisson lui parcourir le dos. « Tu penses que quelqu'un l'a emmené ?»« Oui. » déclara S. Il était la clé. Le garçon détenait la preuve. Sa radio, sa cassette. Cela fait de lui une cible. Ibrahim regarda par la fenêtre ouverte. Elle donnait sur le mur du jardin. Celui qui a emmené le garçon n'a pas franchi les portes, murmura le président. Il est sorti. Il a probablement utilisé l'arbre près de la fenêtre de la cuisine. Ce mur ne fait que 6 pieds de haut. Elle hocha la tête. Je vais vérifier les images de vidéosurveillance. Non, répondit Ibrahim. Ne perdez pas de temps. Les caméras étaient probablement éteintes. Allez à la tour radio. Voyez si quelqu'un a capté des transmissions étranges au cours de la dernière heure. J'y vais, répondit S. Alors que S s'enfuyait, Ibrahim serra les poings. Ils avançaient. Rapidement. Quelqu'un à l'intérieur du palais avait aidé les traîtres.
Mais pire encore, ils avaient emmené un enfant. Un pauvre garçon qui avait tout risqué pour aider son pays. Et maintenant, il avait disparu. Peut-être mort. Ibrahim refusa d'y croire. Il est vivant, se dit-il. Il doit l'être. À ce moment-là, un garde du palais de rang inférieur courut vers lui, l'air pâle. « Monsieur le Président, j'ai vu quelque chose, dit-il. » Juste avant que les lumières ne s'éteignent, un homme en uniforme de domestique est entré dans l'aile des invités. Il ne m'avait pas l'air familier. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un nouveau membre du personnel. Les yeux d'Ibrahim se plissèrent. À quoi ressemblait-il? Petit, lourd, une cicatrice sur la joue gauche. Il boitait. Le président se figea. Cette description lui semblait familière. Il ne fait pas partie du personnel, déclara Ibrahim. C'est un ancien militaire. Un homme que nous avons licencié l'année dernière pour espionnage. Vous voulez dire, le capitaine Caleb, demanda le garde. Oui, confirma Ibrahim. Et si Caleb est impliqué, c'est pire que ce que nous pensions. Il se tourna vers le chef de sa garde. Verrouillez tout le palais. Personne ne sort, personne ne rentre. Doublez la sécurité autour de ma femme et de mes enfants. Oui, monsieur, répondit rapidement le garde. Mais même alors que les ordres étaient distribués et que les soldats partaient, les pensées d'Ibrahim étaient ailleurs. Retour à la radio cassée. Retour à l'expression sérieuse du garçon. Retour au moment où il avait dit, il prépare quelque chose ce soir. Et maintenant, le garçon était parti.